Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour cette invitation. C'est toujours un honneur pour moi d'être là. Donc, un grand merci aux organisateurs de l'APELIP et puis pour la belle météo, parce que notre dernier séjour à Rabat, je me souviens, il n'y avait plus pendant 3 jours, ça avait été le déluge. Et là, c'est quasiment le printemps. En tout cas, voilà, on est très heureux d'être là. Alors, je vous propose que l'on voit les quelques notions anténatales et postnatales à travers des petits cas cliniques issus de notre quotidien, sachant qu'effectivement maintenant, et je pense que c'est probablement aussi votre expérience, quand le bébé naît, il a déjà un passé, voire un passif anténatal. On l'a déjà regardé sous tous les angles. Et puis, parfois, en fait, il reste quand même certaines surprises. Alors, je vous propose ce premier cas. Sarah, elle vient de naître. Elle est adressée par la maternité pour suspicion d'atrésie duodénale. Donc, c'est un peu la panique. L'enfant naît, enfin la panique, je m'entends. On lui met une sonde gastrique et on prépare tout pour essayer d'aller l'opérer assez rapidement pour cette atrésie duodénale. On lui fait un ASP une fois que le bébé, puis le bébé va bien, clairement il a un examen clinique tout à fait satisfaisant, et voilà l'ASP que l'on lui fait. Alors, qu'en pensez-vous quand l'ASP, vous pourrez le découvrir? Nouvelle technologie. Voilà cet ASP, donc on me montre l'image, l'interne me montre l'image et puis il me dit alors c'est l'aspect typique. Alors là je regarde, je dis attends, on a dû se tromper d'enfant, c'est pas la bonne radio. Donc je vérifie, mais c'est bien l'enfant qui est suspect d'atrésie duodénale. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Vous en pensez quoi vous de cet ASP? Il vous choque ou pas? À quelques heures de vie. Il doit être à 6 heures de vie à peu près. Un peu plus. Plus que 6 heures de vie, en tout cas, ça c'était peut-être le deuxième ASP qu'on lui a fait, mais effectivement, quand on reprend, et ça vous le savez mieux que moi, d'abord les critères de qualité de la radio, avec bien sûr la bonne symétrie, notamment des côtes, le fait de bien diaphragmer pour éviter l'irradiation. On sait que l'estomac on a une clarté dans la poche gastrique au premier cri, puis le grêle s'opacifie d'air dans les 2-3 premières heures, et puis environ vers 6 heures, on a normalement le sécom, et le rectum, ce sera 12 heures après. Alors bien sûr, on essaie d'enlever tout ce qui peut gêner, mais en tout cas, nous voilà devant cette image. Bon, le bébé va très bien, et puis le néonatologiste nous dit, bon alors, je peux l'alimenter ce bébé, non? Je reprends l'image anténatale de l'échographie. J'ai du mal à la retrouver, mais je vois vaguement une formation kystique à côté de l'estomac, ou pas loin de l'estomac. Donc je reprends, moi, le bébé en échographie. Et je lui fais cette échographie. Alors on retrouve une formation kystique, avec des parois comme ça, assez irrégulières. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque déjà dans ces parois-là? Elles sont fines, épaisses. Bon, c'est un peu difficile de dire quoi que ce soit sur cette image. Bon, la seule chose, et ça me frappe, c'est que effectivement l'image sous ma sonde va se déprimer. Elle va être mobile et tout le contingent là ici va bouger à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça peut être, cette formation kystique qui est dans la région périgastrique, un peu en dessous, plutôt hypogastrique? Comment? C'est une fille. Bon, je revois l'ASP, je réfléchis, je vérifie les sondes, une atrésie duodénale, je n'y crois pas, je ne vois pas cette double bulle. Alors, juste pour se rappeler, voilà l'aspect typique que l'on aurait dû retrouver. Ça, c'est l'aspect typique qu'on voit en anténatal en échographie. C'est cet aspect en double bulle qui est lié en fait à l'estomac qui est dilaté, et puis après toute la partie au-dessus du pylore et une partie du duodénum qui est dilatée, ce qui nous donne cet aspect en double bulle, ce qu'on retrouve aussi en IRM fœtal
fœtale. Hein. Vous verrez dans cette présentation, il y a pas mal d'images d'IRM fœtale parce qu'on en fait de plus en plus. Donc on retrouve l'estomac, le duodénum qui est dilaté au-dessus de l'atrésie. Donc ça, c'était l'image qu'on aurait dû retrouver. Parfois même, on est capable de voir des atrésies jéjunales qui donnent cette fois plusieurs bulles. Hein. On n'a pas juste une double bulle, mais plusieurs bulles. En fonction de l'obstacle atrétique sur le tube digestif. Alors, dans l'atrésie duodénale, juste rappelons-nous, mais vous le saviez déjà bien sûr, hein, c'est qu'il faut tout de suite penser à la T21. Et ce bébé n'avait absolument pas le pli médian ni la dysmorphie avec l'épicanthus typique de la T21. Donc, bon, l'atrésie duodénale, je l'avais définitivement écartée. Je vous montre ici une image d'échographie. On voit bien la dilatation hein, des anses digestives au-dessus de la zone atrétique. L'atrésie digestive, c'est relativement rare, hein, c'est 1 sur 4000. Ça peut être lié donc à des lésions ischémiques de la paroi ou même des volvulus. Et la plupart du temps, c'est le petit intestin qui est touché, l'intestin grêle et non le côlon. Alors, l'autre possibilité, c'est une fille, effectivement, je me dis, bon, ben, pourquoi pas un kyste de l'ovaire? Vous y croyez, au kyste de l'ovaire? Dans une région hypogastrique comme ça, c'est un peu curieux. Alors parfois, ça peut arriver. Hein. Vous savez que l'ovaire est péritonéal. Dès qu'il est gros, il va remonter comme ça, quand il y a un gros kyste dessus. Mais de là à ce que ce soit hypogastrique. Alors je vous montre des images de kyste de l'ovaire typique. Hein. Voilà un kyste de l'ovaire typique. Ça peut être très gros, mais c'est bombé, c'est bien circulaire. Les parois sont fines. Ça ne ressemble pas du tout à l'image que l'on a là. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le kyste de l'ovaire en anténatal? Toute la discussion est autour d'une éventuelle torsion d'annexe. C'est-à-dire que plus le kyste va être gros et plus il va faire se tordre l'ovaire, voire l'annexe, c'est-à-dire l'ovaire avec la trompe. Et la possibilité d'une ponction anténatale de ce kyste se discute parfois. Quand il est au-dessus de 4 cm, la question se pose pour éviter qu'il soit trop gros et qu'il fasse se tordre l'ovaire. On sait que quand le kyste de l'ovaire a un aspect hétérogène, comme ça, avec des espèces de formations hétérogènes à l'intérieur, ou comme ça, comme on voit en échographie, avec des formations échogènes, très souvent, c'est quoi? Pourquoi il est devenu hétérogène? Parce qu'il a saigné, voilà. Et on sait que quand on retrouve un kyste qui a saigné, hein, c'est pas que le fœtus ovule, c'est pas lié à un kyste lutéal hémorragique, c'est lié au fait que probablement l'ovaire se soit déjà tordu. Et la première chose qui se passe quand un ovaire se tord, c'est qu'il y a une nécrose ischémo-hémorragique qui se fait. Et donc, à l'intérieur du kyste, on a une espèce de plage hémorragique. Et ça, c'est de mauvais pronostics pour l'ovaire. On sait que ça ne servira à rien d'aller le ponctionner. Il s'est déjà tordu, malheureusement. Donc, on fait un contrôle postnatal. Et parfois, on arrive devant ce genre d'image, hein, avec une espèce de sédiment dans le kyste qui est lié au sang pluvieux, enfin aux sédiments hémosidériniques qui se sont déposés dans le kyste et qui donnent cet aspect. Donc le kyste de l'ovaire, ben, il faut toujours y penser, c'est vrai. La seule chose qui nous angoisse, c'est effectivement la torsion. Et donc, parfois, en postnatal, quand il reste gros, on les ponctionne. Alors, on fait des contrôles systématiques échographiques. Dès que le bébé naît, on le surveille à 2-3 jours. Et puis, après, on va le surveiller une semaine après. Et très souvent, en fait, ce kyste, de la même manière que l'imprégnation hormonale de la maman va diminuer, eh ben, le kyste il va diminuer aussi quand on a passé le risque de torsion. Le kyste du cholédoque. Est-ce que notre image, ça pourrait être un kyste du cholédoque? Là encore, la question se pose, mais quand on regarde l'aspect d'un kyste du cholédoque, eh bien, c'est une formation arrondie, comme ça, avec des parois qui sont fines, qui se développent au niveau de la plaque hilaire. On peut voir parfois une petite vésicule, comme ça. Et c'est bien rond, un kyste du cholédoque. C'est rarement avec des parois épaisses, comme ça. Donc, le kyste du cholédoque était peu probable. Alors, on reprend cette image, on la mesure, je reprends le bébé, je vois que l'image a encore changé. Elle s'est même latéralisée de l'autre côté. Donc, on reprend des parois un peu épaisses, comme ça, un peu irrégulières. On a l'impression parfois qu'il y a quasiment 3 couches,
comme si on pouvait déterminer une espèce de séreuse avec une musculeuse. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, on est vraiment beaucoup plus haut que le pelvis. L'hydrocolpose, c'est vraiment la masse périnéale. Là, ça reste assez haut. La seule chose, c'est qu'une... Voilà, c'est une duplication digestive. Bravo. Effectivement, quand on analyse cette image, et c'était une duplication digestive jéjunale, communicante, parce que vous savez que les duplications, elles peuvent être communicantes ou non communicantes. Quand elles sont communicantes, parfois on ne les retrouve même pas en postnatal. Et elles bougent très souvent en fonction du péristaltisme, elles vont se remplir plus ou moins ces duplications, et elles vont donner un aspect comme ça de repli un petit peu irrégulier. Et donc la morphologie est variable avec le péristaltisme. Et très probablement, ce qui a dû se passer, c'est qu'en anténatal, elle était possiblement plus grosse, elle était possiblement plus haut située, et c'est ce qui avait fait, à chaque fois, évoquer éventuellement une image de double bulle. La seule chose qui n'avait pas été notée en anténatal et qui ne collait pas avec une atrésie duodénale, c'est que le liquide amniotique était normal, il n'avait pas d'hydramniose, ce bébé. Une atrésie duodénale sans excès de liquide, c'est quand même assez bizarre. Très souvent, quand il y a une atrésie duodénale, il y a un gros estomac, il y a des régurgitations anténatales par le fœtus. Il a du mal à faire passer le liquide amniotique et du coup, il est en excès de liquide. Peut-être pas en hydramniose forcément, mais en excès de liquide. Or là, ce bébé, il avait un suivi anténatal tout à fait normal. Donc, concernant les duplications digestives, on sait qu'elles sont ubiquitaires, qu'elles vont de la bouche à l'anus, qu'elles sont, c'est rare, bien sûr, c'est une malformation rare, que la plupart du temps, elles sont de siège jéjuno-iléal, comme notre cas que l'on a vu. Elles sont plus rarement coliques et encore plus rarement gastriques et duodénale. Donc là, c'était une duplication digestive jéjunale et non pas duodénale, et ça nous avait donné cet aspect, vous voyez, assez typique. Et ce qui doit vous marquer quand vous voyez ces images en staff ou bien que vous en discutez, recherchez l'aspect épais, comme ça on appelle un aspect feuilleté de la paroi. C'est typique de la paroi digestive. Quand on voit quasiment 3 couches, l'aspect feuilleté, attention, il faut penser à une structure digestive. Les diagnostics différentiels, on en a déjà un peu parlé, sauf les kystes mésentériques ou les myéloméningocèles, mais ce n'était pas du tout la situation. Qu'est-ce qu'on en fait de ces duplications digestives? On rassure les parents déjà en anténatal quand on peut avoir le diagnostic à peu près fiable. Alors, à Necker, parce qu'on a la chance d'avoir quand même accès à l'IRM relativement facilement, on fait des IRM fétales, surtout pour rechercher des malformations associées. Mon maître Frédéric Bargy m'a toujours appris qu'il fallait raisonner en termes de notocorde. Et donc la duplication digestive, c'est une anomalie de la mise en place de la notocorde. Et quand on a des anomalies de la notocorde, on cherche des syndromes, des anomalies associées. Et donc on fait des IRM fétales facilement pour ça. On les opérera, ces duplications digestives, tranquillement. Je ne sais pas s'il y a des chirurgiens dans la salle, mais probablement pourront-ils donner leur avis. En tout cas, quand le bébé va bien, quand il a bien grossi, vers l'âge de 6 mois, parce que parfois, ça peut se compliquer d'invagination intestinale aiguë, ou bien d'occlusion ou douleur abdominale à répétition sur des invaginations transitoires sur ces duplications digestives. On a des questions sur ces histoires de duplication digestive? Donc, pathologie bénigne, tout à fait, mais qui avait fait suspecter une pathologie plus grave. La maman n'avait pas pu accoucher dans sa maternité d'origine. Elle avait été transférée dans une maternité niveau 3 pour qu'on puisse l'opérer sur place. Et puis, en fait, ça a été une bonne surprise. Alors, je continue par ce nouveau-né. Il a 6 mois. Et il est suivi pour une atrésie de l'œsophage avec une suspicion de scoliose. Alors, l'atrésie de l'œsophage, est-ce qu'on la diagnostique systématiquement en anténatal? Quelle est votre expérience? Difficile, difficile l'atrésie de l'œsophage. Alors,
parfois, on a des images qui sont très en faveur en anténatal, comme l'atrésie duodénale, déjà le bébé n'arrive pas à... le transit du liquide amniotique ne se fait pas normalement, il a du mal à bien avoir toute l'absorption de son liquide, il régurgite, donc on a un hydramnios. Parfois, donc dans les cas où on suspecte ça, on a un hydramnios et puis on n'a pas l'estomac, la poche comme ça gastrique qui se voit sur les échographies parce que l'estomac ne s'est pas bien rempli. Donc ça, quand on a hydramnios et petit estomac, en anténatal, la première chose, on pense à l'atrésie de l'œsophage. Après, on a des signes directs qui peuvent nous aider à voir cette atrésie de l'œsophage. Et là, vous voyez sur la gauche, c'est assez joli en fait. Le bébé est en train de déglutir, mais quand on regarde le flux Doppler, en fait, regardez, il vomit. Vous avez vu? En fait, il régurgite, ce bébé, sur une atrésie de l'œsophage, parce que le liquide ne peut pas passer. Donc, on met le flux Doppler, et puis on voit, alors ça passe par les Cohen, et vous allez voir qu'avec le Doppler énergie, hop, on voit qu'il régurgite. Et de la même manière, sur l'échographie, on n'arrive pas à retrouver un estomac de taille normale, et ça, c'est très suspect d'atrésie de l'œsophage. On fait déglutir le bébé, et vous voyez qu'il y a une espèce de formation qui apparaît comme ça, je vous le repasse, qui est en fait tout simplement le cul-de-sac œsophagien. En fait, l'œsophage ici s'arrête au niveau de la troisième vertèbre thoracique. Il se remplit et donc il se dilate. C'est ce qu'on appelle le putsch sign, l'aspect du cul-de-sac œsophagien qui est typique de l'atrésie de l'œsophage. Et donc vous voyez que sur ces corrélations, et ça a été maintenant bien écrit dans la littérature depuis plusieurs années, le putsch sign a un odds ratio très très important par rapport au diagnostic de l'atrésie de l'œsophage. Alors, en IRM fœtal, c'est la même chose. Je vous parlais d'hydramnios. Vous voyez qu'en IRM fœtal, on arrive à avoir des grands champs de vue, donc on se rend bien compte que le bébé baigne dans une espèce de piscine avec un petit estomac qui est lié au fait qu'il a une atrésie de l'œsophage. Alors, pareil, on fait des séquences dynamiques où on attend que le bébé déglutisse. On voit la trachée en avant, puis vous allez voir qu'en arrière, bing, hop, ça se dilate. C'est pareil, l'œsophage, le cul-de-sac œsophagien où le liquide va stagner et donc du coup se dilater. Donc quand on a ces éléments-là, on peut parler d'une atrésie de l'œsophage, mais vous voyez que ça c'est la plus vieille étude qui a été faite sur l'atrésie de l'œsophage, elle date de 90. On avait une mauvaise prévalence, on s'est un peu amélioré, mais pourquoi on n'arrive pas à s'améliorer mieux que ça? C'est parce qu'il y a ces différents types d'atrésie de l'œsophage. Et on est capable de diagnostiquer, d'abord les plus fréquentes, mais que celles où il y aura un mauvais remplissage de l'estomac. C'est-à-dire que pour bien voir ce cul-de-sac, il ne faut pas qu'il soit en communication avec la trachée. Je vous ai montré, c'est le liquide qui stagne dans le cul-de-sac. S'il y a une fistule œsotrachéale importante, il ne se dilatera pas ce cul-de-sac, donc on ne le verra pas. C'est pour ça que celles qu'on arrive à mieux diagnostiquer, c'est les types 3, parce qu'elles sont les plus fréquentes, mais les types 1, avec ce cul-de-sac qui est bien visible. Donc on s'est amélioré, bien sûr, notamment aussi avec l'IRM fœtal, mais on n'est quand même pas encore optimaux. Donc qui dit atrésie de l'œsophage, toujours avec cette idée que c'est une anomalie de la mise en place de la notocorde, on va penser à association, et qui dit association dans l'atrésie de l'œsophage dit en premier lieu Vacter, Vater ou Vacterle. Et vous vous rappelez que ce petit bébé était suivi aussi pour une scoliose. Et en fait, il avait des anomalies rénales aussi associées. Donc, on rentrait typiquement dans ce cadre de syndrome associatif de Vacterle. Alors, juste pour vous montrer, la scoliose avait été diagnostiquée en anténatal. Vous savez que maintenant, on ne fait plus des contenus utérins, mais on fait des scanners fœtaux. Donc, ce sont des acquisitions, ce qu'on appelle low dose, c'est-à-dire qu'on met vraiment peu d'irradiation, et on arrive à isoler le squelette fœtal par rapport au squelette de la maman. Donc, on examine bien les différentes pièces osseuses, et vous allez voir que sur le rachis, on est capable d'arriver à dire, bon là c'est un rachis normal, mais on est capable de dire si oui ou non il y a des anomalies somatiques avec des hémivertèbres et les quantifier au mieux. Et ça, les orthopédistes pour le conseil en anténatal maintenant ont vraiment besoin de ça
pour arriver à dire à la maman, attention, ces malformations sont très scoliogènes, et voilà quelle sera la prise en charge postnatale. Donc vous voyez qu'avec ces reconstructions osseuses, on arrive à voir ici qu'il y a une hémivertèbre. Ici, qu'il y a une vertèbre qui est mal finalisée, c'est à la charnière dorso-lombaire, c'est typiquement scoliogène. Ce bébé aura des soucis après. Donc là, on reprend notre bébé. Vous voyez qu'en fait, il avait en plus un rein dysplasique. C'est coupé, là, c'est dommage, mais il avait un rein dysplasique. Et je ne crois pas que le film va marcher. Mais maintenant, avec les études dynamiques, on est capable de voir ce qu'on appelle la reptation urétérale, avec même quasiment des reflux vésico-urétéraux qui s'accompagnent souvent dans le cas de ces dysplasies rénales. Alors, on continue par ce cas. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur l'atrésie de l'œsophage, diagnostic anténatal. Bon, ça reste encore une grosse surprise, hein. Vous êtes d'accord dans notre pratique classique. Alors là, c'est un nouveau-né qui vient aux urgences. Il tousse depuis 15 jours. Il a été traité pour une bronchiolite. Et puis kiné, bon, ça passe pas tellement. Il mange quand même de moins en moins, hein. Il a une difficulté aux prises de biberon parce qu'il tousse beaucoup. Bon. Et puis il a un gros facteur de risque, hein. C'est quoi son gros facteur de risque? Ah ouais, vous êtes d'accord, hein. Alors ça, c'est cauchemardesque. Surtout quand le pédiatre est un ami du chef de service. Donc ça, c'est typiquement un bébé qu'on reçoit en garde. Il devait être, je sais pas, 23 heures. La mauvaise heure. Parce qu'on ne peut pas appeler le chef de service. C'est trop tard. Et en même temps, on aimerait bien quand même. Et puis en même temps, bon, on est un peu embêté. Le bébé ne va pas si mal que ça. Bon, on lui fait une radio de thorax. Alors là, on a vraiment envie d'appeler le chef de service, hein. Donc ce bébé, il a 5-6 mois, je le vois, il gazouille, bon, il tousse, hein, c'est vrai, il est encombré, mais il est bien rose. Cliniquement, il est tout à fait... il n'est pas inquiétant du tout. Alors pareil, l'interne me dit, bon, c'est quoi cette radio-là? Elle me dit, je crois qu'elle n'est pas bien de face, ça a dû tourner le cœur. Oh là là. Alors on reprend les bases. On se calme. Et on se dit que cette radio, elle n'est pas si mal faite que ça. On a effectivement les côtes qui... alors les côtes, elles paraissent un peu bizarres, mais bon, en tout cas, on a une symétrie.